Bonjour. Mon propos aujourd'hui est de tenter une approche de l'idéologie de notre profession. Idéologie. Ce mot rebute. Il a une connotation péjorative dans le langage courant. Quand on l'utilise, c'est pour évoquer une philosophie utopique, dogmatique, comme le marxisme, ou un système aveugle comme le capitalisme. Ce n'est pas du tout dans ce sens que j'évoquerai ici l'idéologie du coaching. Je prendrai le mot d'une façon beaucoup plus neutre, en retournant à l'étymologie même. Une idéologie, c'est un système d'idées et de représentations propre à un groupe social. En l'occurrence, pour nous, la profession qui nous rassemble. La question que je souhaite donc partager avec vous est celle-ci. Quelles sont les croyances collectives et les systèmes de valeurs qui sous-tendent nos interventions de coach? Mon propos n'est pas d'apporter des réponses, mais de formuler des hypothèses, afin que nous ayons un peu plus de lucidité sur notre métier, et aussi que nous sachions de qui nous sommes proches au niveau des croyances. Je vais développer cette présentation en deux parties. D'abord, nous verrons les croyances de notre profession sur la personne humaine, en regardant de quel courant nous sommes proches. Et puis, dans un second temps, nous verrons les croyances sur le métier de coach lui-même, ce qui sous-tend la façon dont nous procédons avec nos clients. Parlons donc d'abord des croyances sur la personne humaine dans la profession de coach. Et pour cela, nous allons les rapprocher de deux grands courants. L'un est ancien et de type professionnel, c'est la psychologie humaniste. L'autre est beaucoup plus récent et de type social, c'est un grand mouvement social qui se développe actuellement dans notre société. D'abord, la psychologie humaniste. Elle est née à la fin des années 50 aux États-Unis et de nombreuses approches psychologiques que vous connaissez bien en sont issues. Je vais bientôt les évoquer. Ce courant n'a pas du tout été institutionnalisé. Mais on peut tout de même citer quelques pères fondateurs comme Abraham Maslow ou Carl Rogers. Au départ, c'est un modèle thérapeutique qui se démarque de la psychiatrie et de la psychanalyse, mais il a ensuite largement débordé le cadre professionnel et est devenu un courant social. La psychologie humaniste considère que toute personne humaine a la capacité de faire des choix personnels et de croître en autonomie. Pour elle, l'être humain ne demande qu'à croître, et il suffit pour cela qu'il suive sa nature profonde, en s'appuyant sur son expérience. Il est un peu comme une fleur qui ne demanderait qu'à être débarrassée des ronces qui l'étouffent et à être arrosée convenablement pour se déployer ensuite dans toute sa splendeur. L'être humain, naturellement, cherche à être créatif, libre, authentique. Pour la psychologie humaniste, l'être humain est aussi fondamentalement quelqu'un de bon. S'il a des comportements négatifs, cela ne vient pas d'abord de lui. De la même façon que Socrate, qui affirmait qu'il n'y a pas de méchanceté fondamentale en l'homme, la psychologie humaniste considère que l'être humain, s'il fait le mal, eh bien, cela vient simplement du stress ou des traumatismes passés. Je pointe ici cette croyance parce qu'elle s'oppose aux croyances religieuses traditionnelles, qui estiment que les êtres humains sont fondamentalement libres de faire le bien, mais aussi de faire le mal. De nombreuses écoles de psychologie se sont inscrites dans ce courant de la psychologie humaniste. Nous les connaissons bien. Nous les utilisons en coaching, suivant notre compétence, notre sensibilité. Il y a l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, l'écoute active de Carl Rogers.
la PNL, Bandler et Grinder, l'approche physico-psychique de Wittose, la Gestalt de Peirce. On trouve aussi des écrivains, comme Viktor Frankl, ou plus récemment un thérapeute bien connu comme auteur, le psychiatre Irvin Yalom. Mais le coaching, culturellement parlant, est également proche d'un mouvement récent qui ne porte pas encore de nom et qui est un mouvement social, pas un modèle thérapeutique. Comme la psychologie humaniste, il n'est pas institutionnalisé. Je l'ai découvert dans un livre très intéressant du sociologue Raphaël Liogier qui s'appelle « Souci de soi et conscience du monde ». Son hypothèse, c'est qu'une nouvelle classe sociale est en train d'émerger. Elle est porteuse de nouvelles valeurs dans 3 domaines, la psychologie, la spiritualité, l'écologie. C'est un mouvement qui est l'héritier du New Age, mais un New Age dont aurait disparu le côté Woodstock. Il est apparu progressivement depuis 15 ou 20 ans et porte des valeurs qui ne sont pas tout à fait celles de la psychologie humaniste, sans pourtant être contradictoires. En fait, il voit les choses de façon beaucoup plus large. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce mouvement? C'est qu'en lisant le livre de Liogier, mon attention a été attirée par une réflexion de l'auteur qui cite directement notre profession. Il dit en effet que les nouveaux chantres de ce mouvement sont les nouveaux philosophes comme Luc Ferry ou Comte Sponville, les thérapeutes humanistes, bien sûr, mais aussi les coachs. Ce mouvement a sa littérature, avec des livres comme L'alchimiste, Les 4 accords Toltec, L'homme qui voulait être heureux, et il a aussi sa revue, Psychologie. Que cherchent les personnes qui s'inscrivent dans ce mouvement? Essentiellement une sagesse harmonisée, physique, psychique, spirituelle. On s'y passionne pour les sagesses orientales, ou bien les civilisations en voie d'extinction qu'on estime porteuses de grands secrets, comme dans la prophétie des Andes, ou la 7e révélation. Politiquement, les personnes qui se sentent à l'aise dans ce mouvement ne sont pas beaucoup inspirées par les notions de gauche et de droite. Elles préfèrent une vision plus large, où l'on s'inquiète pour le sort de la planète, où l'on dénonce les excès du capitalisme, le gâchis des ressources naturelles, l'accumulation des déchets de toutes sortes. Et ce mouvement a ses valeurs, du bien et du mal. Ce qui est bien, c'est l'authenticité, l'énergie, la quête de soi. On cherche à devenir qui l'on est, à développer son potentiel. Ce qui est mal, c'est l'artificiel, le stressé, la souffrance, la morale contraignante. Et le mal par excellence, c'est le blocage physique, intellectuel et même spirituel. La démarche est donc globale. Pour parvenir au bien, on fait de la méditation, de la relaxation, des exercices de concentration, de respiration. On fait des stages de développement personnel, on part sur le chemin de Compostelle, ou bien on va se ressourcer au désert. On peut aussi prendre un coach. D'un côté, on cherche à sculpter sa personnalité en se centrant sur soi-même pour accéder à sa conscience, au plus près de sa subjectivité, de son intériorité. Mais en même temps, on cherche à se mettre en lien avec quelque chose qui dépasse la personne et que l'on appelle l'univers, le grand tout, le divin. On se situe d'ailleurs volontiers dans une spiritualité de type mystique, une spiritualité à la carte, qui s'inspire des religions, mais aussi des philosophies orientales, en particulier le bouddhisme tibétain. En discutant avec les professionnels du coaching, je me suis aperçu que beaucoup d'entre eux s'inscrivent dans ce nouveau courant social. D'ailleurs, les sites web créés par les coachs sur Internet évoquent volontiers ces éléments. Psychologie, écologie, humanisme.
Il parle de cela autant, sinon plus, que du professionnalisme de coach proprement dit. Venons-en maintenant à la seconde partie de cette présentation, les grandes croyances collectives sur le métier proprement dit, l'exercice du métier. Et prenons d'abord celle qui fait consensus et qui est spécifique au coaching parmi les métiers de relation d'aide, ou presque spécifique, la façon de résoudre des problèmes et de trouver des solutions. Nous estimons, nous les coachs, que c'est le coaché qui a la solution. Nous, par notre présence et nos compétences, nous l'aidons à trouver lui-même sa solution. Un peu comme si nous étions un catalyseur dans une réaction chimique. Sans lui, la réaction n'a pas lieu. Et pourtant, le catalyseur n'intervient pas dans le processus chimique lui-même. Le mythe fondateur de cette croyance est la maïeutique de Socrate, ou du moins ce que nous pensons être la maïeutique. Je vous invite à ce sujet à regarder dans les bonus du livre la vidéoconférence que j'ai faite sur Socrate, Jacotot et la maïeutique. Ensuite, comme croyance, et comme dans la plupart des approches de la psychologie humaniste que j'ai citées tout à l'heure, nous croyons que la relation entre le professionnel et le client joue un rôle fondamental. Ce n'est pas simplement, comme dans la psychanalyse, une question de transfert. On croit aussi, à côté des effets de transfert, que l'efficacité de l'accompagnement résulte d'une implication personnelle du coach. Vous pouvez lire à ce sujet les livres d'Irvin Yalom. Ils sont extrêmement évocateurs, très proches de la façon de faire de certains coachs. Lisez Mensonge sur le divan, c'est un très beau livre. Il y a des nuances à ce sujet dans notre profession, car l'utilisation de sa propre personne en séance nécessite de la part du professionnel une conscience aiguë de lui-même, ainsi qu'une forte conscience des processus relationnels dans lesquels il est impliqué. Et si on adopte à plein cette croyance, le coach doit avoir comme exigence d'avoir effectué un important travail thérapeutique. Tous les coachs ne partagent donc pas forcément ce point de vue. Certains préfèrent garder une sorte de neutralité, et dans leur façon concrète de procéder, ils utilisent surtout le questionnement. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux garder à l'esprit que le questionnement d'un coach n'est jamais neutre. Il est toujours induit par son propre cadre de référence. Nous avons une troisième et forte croyance collective qui se situe par rapport au temps. Nous estimons que le coaché peut trouver des solutions sans plonger dans le passé. Et c'est une grande différence que nous avons avec la profession de thérapeute. Concrètement, si le passé surgit en séance, nous l'écoutons. Mais nous ne travaillons pas directement sur le matériau. Par contre, nous travaillons sur les croyances issues de ces événements passés. Et nous examinons avec le coaché comment elles sont toujours à l'œuvre maintenant, si elles sont pertinentes par rapport au contexte, s'il est possible de les modifier, le cas échéant. Et puisque j'en suis au temps, nous avons aussi une croyance collective selon laquelle il est possible qu'un coaché avance de façon notable en 10 ou 20 séances sur quelques mois. Pour d'autres métiers de la relation d'aide, c'est une hérésie. J'évoquerai également comme croyance collective de notre profession le regard qu'elle porte sur le monde des entreprises. Nous estimons, à tort ou à raison, que le monde du travail n'est pas forcément un lieu de misère et de souffrance, en particulier pour les salariés. Nous savons que cela peut être le cas, mais nous n'avons pas à ce sujet de position dogmatique ou manichéiste. Nous croyons donc
que très souvent il est possible d'aider les gens qui travaillent dans l'entreprise à être à la fois plus efficaces et en même temps à se sentir mieux dans leur peau. Cette croyance, vous le savez, est parfois dénoncée par les détracteurs du coaching. Ils estiment que nous faisons le jeu des entreprises et plus généralement du système libéral qui, selon eux, opprime fondamentalement la personne humaine. Il ne s'agit pas ici de dire qui a raison, qui a tort, mais de bien voir qu'il s'agit de croyances, c'est-à-dire de regards dont la justesse ne peut pas être prouvée de façon absolue, ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc nous parions, du fait de cette croyance, sur une certaine volonté des entreprises à croire que l'efficacité peut aller de pair avec non seulement le bien-être du salarié, mais aussi sa croissance personnelle. Et ce qui en résulte concrètement, c'est notre métier. Nous acceptons de mettre en place des coachings avec des responsables, des managers, des DRH, qui partagent eux aussi ce point de vue. Et nous avons une déontologie qui nous protège des excès, qui nous interdit en particulier de prendre des coachings s'ils sont destinés à nuire au coaché. Les 5 croyances que je viens de citer sont assez communément partagées par l'ensemble des coachs, à des degrés divers. Il y a d'autres croyances, plus spécifiques, comme par exemple celle qui estime que la supervision est fondamentale pour l'exercice de notre métier. Mais certaines d'entre elles ne font pas consensus, et le débat entre nous est vif. Est-il par exemple nécessaire que le coach connaisse au moins un peu le métier du coaché? Certains considèrent que c'est un atout, d'autres que c'est un handicap. Est-il indispensable pour le coach de disposer d'un solide socle de modèles théorico-pratiques? Certains estiment que c'est très utile, j'en fais partie. D'autres, que c'est une façon pour le coach de plaquer des modèles sur la réalité et de limiter ce qui peut surgir chez le coaché. Que faire en conclusion avec toutes ces croyances? Si nous en faisions un absolu, nous courrions le risque de tomber dans l'ignologie, au mauvais sens du terme, avec le risque du sectarisme. Mais si nous adoptons un relativisme personnel en nuançant systématiquement les croyances collectives, nous tombons dans le relativisme, un relativisme fade qui affaiblirait la cohésion de notre profession. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de la sagesse en la matière, en particulier d'avoir le maximum de lucidité dans le maximum d'efficacité. Au revoir.